Chapitre 1. Dès les premières heures de la journée, les navires se pressaient pour entrer dans la rade de Nélarus. Des tartanes méroviennes, mais aussi des dromons de l'Empire Syraque, jusqu'aux barques blindées des Sidériens. Tous n'y accostaient pas de gaieté de cœur. Si les marchands avaient pu éviter cette cité d'elfes septines, ses taxes, ses réglementations et sa population un poil prétentieuse, ils l'auraient fait sans trop d'hésitation. Mais plus loin ne s'étendaient que des marais grouillants de bestioles en tout genre, infestés de tribus d'orques et de gobelins. Hors de question d'aller vendre à des gens qui, en plus de ne pas se laver, n'ont pas d'argent. Seule la cité de fer se trouvait plus au nord, et ses habitants tenaient la dragée haute aux Nélarusiens quand on en venait aux taxes, et peut-être pire encore, en matière de suffisance et de vanité. Aussi fallait-il se contenter de la ville aux tuiles roses, étalée sur son cap, qui captait avec un plaisir bourgeois tous les caboteurs désireux de vendre leurs camelotes. Cette situation faisait les choux gras des artisans de Nélarus, et l'herboristerie du père Lubomir tirait parti de ce commerce. Le vieux guérisseur passait un temps considérable sur les quais à chercher les bonnes affaires, à chiner les plantes rares et pinailler sur les prix avec les trafiquants, si bien que, cette journée-là, son fils Wack tenait la boutique seul encore une fois. « Et voici vos lotions, madame Downey, dit-il avec un sourire tout en présentant quelques fioles au contenu sirupeux. Ce grand elfe septine aux yeux verts et dans la vingtaine plaisait aux habitués, certainement à cause de la minutie de ses gestes et l'efficacité de ses potions, mais aussi et surtout grâce à un physique avenant et une amabilité mielleuse. « Merci, mon petit Wack, avec l'âge ça ne s'arrange pas, dit la cliente, accompagnée d'un sourire qui accentuait ses rides. « Je ne sais pas encore combien de temps il me reste, même avec vos potions. » Les rayons du soleil traversaient les flacons de décoction brumeuse et la poussière en suspension. Une odeur de fleurs écrasées se diffusait à travers les étagères couvertes de toutes sortes de fioles, des oblongues comme des carrés, des ternes verre-bouteille jusqu'aux éclatants rouges écarlates. Des bouquets d'herbes médicinales pendaient au plafond pour sécher, tandis qu'un bâtonnet d'encens de Syraque essayait de masquer les effluves des décoctions d'ellébore et d'ortie en préparation dans l'arrière-boutique. Peu de clients à servir, surtout à cette heure de la journée. « Voyons, madame Downey, ne vous vieillissez pas tant. Vous en avez encore pour 100 ans, au moins, » répondit Wack par pure politesse. Tout le monde savait que la vieille elfe atteignait les 2 siècles d'âge, même pour les oreilles pointues, elle arrivait en fin de course. « Et ta sœur, elle n'est pas là ? Rebelle ? Non, elle... Je vois en mission, l'armée, ce n'est pas facile, tu sais. » Wack soupira, la vieille Downey voulait quelqu'un pour lui raconter les ragots du moment. C'est qu'elle y passait le plus clair de son temps. Parogmios, quand on a appris qu'elle ne prendrait pas la suite de sa mère, ça a fait grand bruit dans le quartier. Après tout, tu as bien repris le commerce de monsieur Lubomir, toi. Le père est toujours le maître de la boutique, je ne fais que l'aider. Quand je pense que la petite rebelle est devenue une magicienne accomplie, je revois encore la garde lui passer un sermon pour un sort raté comme si c'était hier. Il me semble justement qu'hier. Et puis elle a décidé de rentrer dans l'ost mérovien. Ça nous a tous surpris, pour sûr. Dans la famille aussi, ça nous a surpris, dit Wack en serrant les dents. Alors que tout le monde pensait qu'elle prendrait la suite de sa mère au temple de Bélissama. Et finalement, savoir que les Nélarusiens font partie de l'Ost royal, ça nous rassure beaucoup. Vous ne devriez pas... Mais enfin, ne faites pas le modeste. Votre sœur est une bonne petite, badina la vieille Downey avant de quitter la boutique. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. Que Tagès vous garde. L'herboristerie retrouva son calme. Wack prit une grande inspiration et poussa un soupir qui provenait du fond de son être, tout en fermant les yeux. Il entendait des pas à l'étage. Quelqu'un venait de se réveiller. « Y a pas un rat dans cette boutique. T'es sûr que tu sais y faire ?» Des escaliers surgirent rebelles, une jeune elfe septine dans le milieu de sa vingtaine. Tout comme son petit frère, une vague de reflets mauves courait sur des cheveux noirs charbon, assez courts, mais poussant dru, un serre-tête retenant difficilement en arrière des épis rebelles. Comme tous ceux de sa race, ses longues et larges oreilles pointues s'affaissaient en arc de cercle. D'une stature très moyenne, Rebelle dépassait à peine le 1,60 m. Il aurait été difficile de croire qu'elle servait dans l'armée. Vêtue d'un débardeur sale et d'un pantalon de pyjama en lin, une trace de bave s'étalait sur sa joue droite et on discernait des cernes sous ses paupières. Wack serra les dents à la vue de sa sœur et ferma les yeux pour contenir sa colère. « Rebelle, tu penses que c'est une heure pour se lever ?» demanda-t-il sur un ton qui feignait le calme. La jeune elfe renifla et jeta un coup d'œil par la fenêtre.
Le soleil n'était pas encore à son zénith. T'as raison, je reviens dans 1 heure, dit-elle en s'approchant à nouveau des escaliers. Tu sais ce, tu sais ce que les habitants du quartier diraient s'ils te voyaient roupiller jusqu'à midi, dit-il sur un ton sec. Les vieilles pies, elles sont trop occupées à discourir sur la prochaine maîtresse du prince, et puis je n'aime pas beaucoup ces accusations. Quand on est haut placé dans l'armée, on a des privilèges, et notamment des jours de repos, et toc. Wack se passa les mains sur le visage pour contenir un spasme nerveux. Puisque tu as du temps libre, va donc au port. Une de mes commandes d'herbe doit y être arrivée, et je veux commencer à la préparer maintenant. On n'a pas une servante pour ça demanda Rebelle en se curant le nez. Elle travaille, elle. Dépêche-toi avant que je me fâche, tonna Wack. Nonchalamment, la sœur indigne prit le chemin de sa chambre pour se changer. Une fois une tenue correcte enfilée, une tunique molletonnée et un pantalon serré aux chevilles, elle sortit de la boutique sans oublier de tirer la langue à son frère au passage. La ville de Nélarus disposait de larges avenues bordées de maisons en granit cossu, construites sur 2 ou 3 étages. 2 calèches pouvaient se croiser sans problème. Dans la région, c'était inhabituel. Que ce soit les Méroviens ou les Celtes, on bâtissait plutôt des rues étroites et des immeubles ramassés, conçus pour tenir à l'intérieur de rassurantes murailles de pierre. Les elfes du Nord aimaient rappeler à qui voulait l'entendre que cette architecture prouvait leur génie et leur richesse. Ils oubliaient de préciser qu'ils n'occupèrent la ville que bien après sa création. Le petit peuple envahissait les rues. On y voyait des septines, petits bourgeois en cotte et pourpoint, teints en vert et gris, qui se rendaient soit au port, les industrieux et les vénaux, soit au temple de Tagès, les bigots et les hypocrites. Ils constituaient les 3/4 des Nélarusiens. Au milieu de ces longues oreilles pointues et tombantes en circulaient des plus félines, et surtout des plus touffues. Celles des mandragots qui, pour la plupart, étaient au service d'une famille de citadins aisés. À cette heure, ils s'occupaient d'une commission pour le déjeuner ou d'une course pour leur maître. Les vulpes formaient le reste du contingent. On les repérait d'un coup d'œil. Soucieux de se distinguer de la masse des campagnards, ils justifiaient leur vie entre les murs en arborant des queues vulpines brossées, surgissant de tenues impeccables, bien qu'un peu vieillottes au goût des septines. Les thérianthropes travaillaient en nombre au port, où les navires attendaient d'être déchargés. Les tonneaux encombraient le passage, et de temps en temps, un jeune ouvrier déchirait un sac par mégarde, répandant blé, coton ou pire, tête de poisson marinée sur les planches. Des officiers du prince en livrée couraient partout pour percevoir les taxes, payées de mauvaise grâce par des marchands de toutes origines. L'air marin chargé en sel frappait les visages déjà burinés par le vent du large. « Alors, ça bosse dur ?» demanda Rebelle à un vieux vulpès doté d'une grosse moustache. Il répondit par un grognement. « Je ne veux pas entendre ça de ta part. » Il posa la caisse en bois qu'il débardait et poussa un soupir. « Je te taquine, dit Rebelle. Je sais. Tu viens pour ton père ? Il est en train de chipoter sur un 2 milliards de frais à l'autre bout du quai. Non, le frangin m'envoie pour récupérer des herbes ou je sais pas trop quoi. Ah, en voilà un bien sérieux. » Le bonhomme fit signe à un matelot de lui ramener un sac de toile fermé par une lanière en cuir. « C'est de plus en plus dur de les importer, ces herbes. Vous pouvez augmenter les prix, il a de l'argent, cette grande perche. C'est pas une question de prix, c'est juste que c'est vraiment le bazar à Varnos. Certains parlent même d'une rébellion imminente. Le commerce est entravé. T'en es sûr ? C'est ce qui se dit parmi les marchands. Et ça m'étonne que l'armée n'ait pas déjà commencé à bouger, dit l'homme renard. Rebelle bomba le torse. C'est que je suis au service de la vicaire, moi. Je ne m'occupe pas des histoires de bandits à la petite semaine. De toute façon, si le bulletin mensuel n'en parlait pas, alors c'est que ça doit pas être si terrible. J'espère bien que t'as raison. Rebelle salua le capitaine et quitta le port. Elle décida de flâner un peu. Wack pouvait attendre. L'elfe indolente s'enfonça dans le quartier savant. Les rues étroites ne permettaient que le passage d'une mule ou d'une charrette à bras. Mais les loyers faibles et le calme des lieux attiraient les professions studieuses. Le temple de Tagès, patron des connaissances et des oracles, se situait au centre. Ces 2 tours de grès coiffées d'étain surplombaient l'université militaire et magique. Et les deux allaient de pair, surtout aux yeux des Méroviens. De temps en temps, une harpie, toute aile dehors, fusait dans les airs en transportant une sacoche pleine de missives urgentes. Un seigneur urbain requérait un acte de son notaire, ou, plus grave, le grand hiérophante désirait ses nouvelles chaussettes en soie réparées au plus vite. Les boutiques vendaient tout le nécessaire pour écrire, des plumes au parchemin pour les plus aisés, des codex et des papyrus pour les autres. Quelques rares bouquinistes commençaient à apparaître, on y trouvait des grimoires manuscrits, chers, mais aussi des pamphlets et des bulletins xylographiés selon les dernières techniques de Mazovie. Rebelle regardait les rayonnages tout en croquant dans une pomme achetée à un marchand ambulant. « Du nouveau ?» demanda-t-elle à la libraire Septine. La femme d'une 50aine d'années rangeait ses trouvailles. « Rebelle !» s'exclama-t-elle.
Un responsable de Lost m'a fait parvenir une des publications de l'armée. Je ne dois les vendre qu'à leurs agents. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. La libraire lui tendit un petit livre xylographié comportant des images en couleurs, 4 couleurs pour être précis, avec le grand total de 2 nuances. Bitons et quadricolores, les soldats les appelaient des bicas. Et c'était là le summum des techniques d'impression du continent, malgré des lettres baveuses et des dessins souvent flous. Oui, il faut voir, il n'y a jamais grand-chose dans ces bouquins, c'est toujours destiné aux fourriers et aux intendants pour les commandes, répondit Brebel avant d'écarquiller les yeux. Parmutlu, tu sais quoi? Je le prends, dit-elle en avalant sa salive. Merci bien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Brebel était bel et bien considérée comme une soldate d'élite. Et ce n'était pas uniquement dû à sa lignée, fille de la grande prêtresse Linda Lubomir. Brebel se révéla être une magicienne brillante, touchant à plusieurs arcanes et n'ayant pas peur de se salir les mains. Mieux encore, nonobstant quelques accidents, l'armée jugeait sa loyauté envers la Mérovie excellente. C'est tout naturellement que ses supérieurs la laissaient tranquille, la plupart du temps. Il fallait l'aménager. Et cela, Brebel l'avait bien compris. Vêtu d'un débardeur avachi sur une chaise en paille, une main dans le slip, une autre par-dessus le dossier, notre elfe lisait son pamphlet avec toute la nonchalance de quelqu'un en congé. Et bien sûr, elle s'installa dans un coin de la boutique, histoire de le rappeler à son frère. Ce dernier, aidé par Thaïs, leur servante mandragote à la fourrure rousse, préparait des onguents au mortier. Il essayait d'ignorer sa sœur autant que possible. Il fit claquer sa langue quand il la vit sourire comme une abrutie pendant sa lecture. « Tu ne veux pas retourner dans ta chambre et nous laisser en paix ?» finit-il par soupirer. « Je n'ai pas assez de lumière et je ne veux pas gaspiller mes cierges. La qualité d'impression s'est vraiment améliorée. En tant que fille de la grande prêtresse de Beissama, tu devrais mieux te tenir en toutes circonstances. Imagine que quelqu'un d'important entre dans la pièce. » Mais il n'y a jamais personne dans la boutique à cette heure. Tu sais bien que les petits vieux viennent le matin. Le midi, ils font la sieste pendant l'office d'Ogmios. Wack cherchait ses mots pour lui répondre lorsqu'il fut arrêté par Thaïs. « Allons, mademoiselle Rebelle travaille dur quand elle est en mission, elle a bien le droit à un peu de repos. »« Exactement, » répliqua l'intéressé du tac au tac. « Et puis, elle a quand même servi des personnes haut placées, comme la grande générale Bayaxa ou la viking Ginamo, déclara-t-elle pleine d'admiration. Rebelle acquiesça, elle se redressa un peu et bomba le torse, ce qui exaspéra encore plus son frère. La porte de l'herboristerie s'ouvrit d'un coup, ce qui la fit sursauter. Elle manqua de tomber de sa chaise. « Monsieur ?» demanda Wack, qui, il faut l'avouer, ne s'attendait pas non plus à un client. Wack et Thaïs ne reconnurent dans ce thérianthrope ni l'apparence d'un homme loup, ni celle d'un homme renard, et encore moins celle d'un homme chat, bien qu'il disposât des attributs bestiaux ordinaires, queue animale, oreilles charnues et touffues. Habillé d'une jaque pourpre et or, il déclara d'une voix calme mais déterminée. « J'ai un message urgent pour la magicienne militaire Brebel Lubomir. » Il tourna ses talons vers l'elfe et lui remit en main propre une missive cachetée d'un soleil projetant des flammes dans toutes les directions. Brebel retourna la lettre en serrant les dents et en plissant les yeux, comme si elle allait lui exploser à la figure. « C'est un ordre de mission de la vicaire Ginamo !» s'exclama-t-elle en voyant la signature. Donc, ce que vous avez entendu juste à l'instant, c'était un premier geste, un test. C'était pas un enregistrement officiel. Je referai un vrai enregistrement. Donc, si vous avez des commentaires, merci de ne pas dire l'enregistrement, ça va pas. Je le sais. C'était juste pour que vous puissiez, si vous avez vraiment pas envie de lire, avoir le texte. Donc, pareil, le texte il est disponible dans les commentaires en Drive, en PDF et en Word. Donc, pareil. Il y aura une vraie version où vous pourrez regarder quand il sera fini, mais là c'est pas le cas. Là je veux surtout des avis un peu généraux sur le texte. Donc je prends les avis généraux sur le texte, donc ce que vous avez aimé, voilà, comment était le rythme, ce genre de choses. Par rapport à ce que j'ai essayé de faire, c'est un texte qui est beaucoup plus travaillé que les autres. Ça a pris beaucoup plus de temps à faire. Là il fait 2500 mots environ. L'objectif de cette œuvre, le Triskelion, c'est donc de raconter ce qui va se passer avec Rebelle et la mission qu'on va lui donner. L'objectif, c'est à la fois d'introduire un personnage, mais aussi et surtout d'introduire l'univers. C'est pour ça que j'essaye de donner des détails. J'essaye au maximum de les donner de manière organique, c'est pas forcément toujours possible. Donc oui, il y a des détails, il y a beaucoup d'éléments sur le monde. Je pense pas en avoir trop mis, mais il ne faudrait pas non plus que ça vous assomme.
Vous voyez. La plupart des détails seront utiles par la suite que je donne. J'essaye au maximum de les donner de manière, voilà, au détour d'un dialogue ou en faisant une petite blague, voilà, pour qu'on puisse se sentir plongé dans un univers fantastique. Parce que comme j'ai pas mal world-buildé ces derniers temps, c'était ça le principal objectif. Sachant que j'ai un projet avec l'ENIA et notamment qui, si vous en souvenez, c'est là pour vous c'est un vrai projet avec le développement du personnage sera au centre. Là c'est plutôt mixte, il y a un personnage qui va être développé un petit peu, mais surtout le monde va être développé. On est censé voyager là. Donc voilà, par rapport à ce que j'espère que vous avez compris, et c'est là que moi j'ai besoin de vos avis pour savoir si c'est passé ou pas. Donc Rebelle, c'est censé être un personnage, comme vous l'avez vu, un peu en dilettante, hein, elle n'a pas trop envie de bosser, mais elle est assez forte. Et là, on doit vraiment sentir le côté, elle n'aime pas bosser, vraiment, voilà, c'est un peu une tire au flanc, mais quand même, elle peut se montrer sérieuse parfois, même si on verra que voilà, ça dépend pas mal du moment. Ce que je voulais aussi qu'on comprenne, c'est la situation un petit peu plurielle qu'il y avait au niveau du territoire où il se trouve. Donc Nélarus, c'est une cité d'elfes, mais il y a aussi des humains. Mais il y a aussi des hommes-chats, des mandragos, il y a aussi des hommes-renards, des vulpes. Voilà, c'était ça notamment que je voulais bien faire comprendre. Et la situation aussi particulière de Rebelle, qui du coup, Rebelle, si on l'a bien compris, j'espère qu'on l'a compris, Rebelle, en fait, c'est une elfe septine de Nélarus, qui est une cité d'elfes septines. Et je voulais qu'on comprenne que elle fait partie de l'armée mérovienne, qui n'est pas une organisation de Nélarus. Voilà. Ça, c'était vraiment ce que je voulais qu'on comprenne. Après, qui sont ces... il y a plein de trucs. C'est tout à fait normal de pas comprendre exactement ce que c'est. Il faut juste qu'on ait une vague idée, genre ah oui d'accord on cite des pays, voilà, ça veut dire que ça vient loin. Et puis là pour le coup c'était vraiment ok, donc elle est citoyenne de Nélarus, elle fait partie de l'armée de l'Ost mérovien, mais la Mérovie c'est Nélarus est en Mérovie, mais ce que je voulais surtout qu'on comprenne c'est que c'était pas une organisation autochtone. D'où le dialogue du début. Voilà, ça c'était le principe général. Et puis voilà, vraiment introduction des personnages et du monde le plus organique possible. Ça reste du fantastique, donc je me suis dit que j'allais prendre un peu plus de liberté sur la passation du world building à travers le texte, sachant qu'avant j'avais un truc très très direct. Hein. Vraiment c'était zéro explication de que dalle et on partait vraiment dans le in media res. Voilà, là un petit peu moins, mais quand même, hein, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de blagues et tout ça. Donc j'espère que c'est passé. Vous me direz ce que vous en pensez. Les autres trucs que je voulais vous demander, c'est notamment les noms des personnages. Rebelle et Wack. Les elfes septines de Mérovie sont censés avoir une culture, linguistiquement parlant, ils sont censés avoir des noms polonais. Le problème, c'est que plus j'avance dans le récit, plus je me rends compte que le polonais, c'est moche. En tout cas, quand on est un Européen français, on tombe vite dans des trucs avec des skis ou des trucs comme ça qui font vraiment trop polonais pour le coup. Genre là, ça fait caricatural, vous voyez. Et du coup, c'est emmerdant parce que je voulais que ce soit un peu plus subtil quand même. Et autant ça marche à peu près avec les Méroviens sont censés être des Français, on se débrouille plus ou moins. Les Mandragos sont censés avoir une culture plus ou moins occitane, donc ça va. Vous le verrez plus tard, les nains sont censés avoir une culture anglaise, tout ça. Donc voilà, chacun sa culture, et là, polonais, c'est pas terrible. Donc si vous avez des idées pour changer le nom de Rebelle et Roak, je sais même pas le prononcer, son frère. Je suis ouvert à la discussion. J'aime bien leur nom de famille, Lubomir c'est cool. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Pologne, tout ça, pour le coup c'est une grande famille polonaise. Mais le fait est que voilà, genre si vous avez des idées, je suis preneur, ou peut-être que vous me direz en fait que c'est très très bien et que ça fonctionne très bien et que tout va bien. Un petit doute quand même, mais voilà. Donc voilà, ça c'était un truc assez important. Un autre truc, ou pas d'ailleurs en fait, enfin, c'est le seul truc. Si c'est par exemple, est-ce qu'on change carrément la culture de base des elfes du Nord?
Sachant qu'il faut trouver une culture qui soit pas trop dégueulasse et qui reste occidentale. Parce que c'est censé se passer dans un empire, un royaume du coup de culture française qui s'est étendu. Là, la Russe se trouve dans la marche des Celtes, ils sont tous bretons, par exemple. Mais ça va, à peu près. J'arrive à trouver des trucs. Plus au sud, comme je l'ai dit, il y a les Occitans, il y a les Espagnols, il y a les Écossais, les Anglais, des Hongrois, des Romains, des Bourguignons. Donc voilà, ce genre de culture, il ne faudrait pas que ce soit des Swahili, par exemple. Ça serait très bizarre. Donc voilà, si vous avez des idées là-dessus, je suis tout à fait preneur. Et j'ai tenté d'introduire aussi les dieux, qui paraît qu'ils sont pas hyper fixés dans mon world building. Et je compte en fait sur ce projet pour les fixer un petit peu. Voilà, j'ai aussi une question plus, on va dire, visuelle dans ce que vous verrez en fait sur le drive, le texte. Normalement, alors, j'ai un problème avec le fait que les guillemets, je sais pas en fait, là je fais guillemets et on reprend le texte. Ça m'étonne que l'armée n'ait pas commencé à bouger. Point, fermeture des guillemets et fin du texte avec un point. C'est ce que je fais d'habitude. Est-ce que je mets une virgule après le guillemet ou pas? Ou est-ce que je mets un point après le guillemet et une majuscule après? Ça, je trouve ça extrêmement moche. Donc habituellement, je me débardais en faisant juste, voilà. Mais ça, c'est grammaticalement, c'est moyen. Bon, c'est un petit truc, hein, mais voilà, c'est un truc que je me pose. Et voilà. Je pense que c'est tout. Donc, si vous avez d'autres remarques, d'autres trucs, n'hésitez pas. Hein. Donc, voilà, au niveau des personnages, pour le moment, on doit vraiment avoir Rebelle, c'est une glandue. Son petit frère, il est beaucoup plus sérieux. On a une race d'elfes, les Septines, une race d'hommes-chats, les Mandragos, une race d'hommes-renards, les Vulpes, et les humains. C'est déjà ça qu'on peut comprendre. Et c'est tout. Voilà. Donc, donnez-moi vos avis. Et si vous avez des trucs aussi à faire lire, n'hésitez pas, vous savez que ça marche comme ça. Voilà, ciao.